Elle n'était qu'une domestique cherchant à survivre. Lui, un chef de la mafia, observait sa fille souffrir en silence. Puis, elle fit ce que des centaines de médecins n'avaient pu accomplir, faire remarcher sa petite fille. Désormais, il ferait tout pour la garder près de lui, même au risque de tout perdre. Les mains de Clara Bennett tremblaient en signant le contrat de travail. Non pas à cause du stress de travailler pour Matteo Reishi, bien que tout Chicago connaisse ce nom et la crainte qu'il inspirait, mais parce que le salaire allait enfin la sortir du gouffre où les dettes médicales de son père l'avaient si plongée. « Vous commencez aujourd'hui », déclara la gouvernante principale, Madame Chen, sans lever les yeux. « 3e étage, la salle de jeu. C'est votre seule affectation. » Clara cligna des yeux. « Une seule pièce ? La fille de M. Reishi l'utilise. Vous la nettoyez, vous l'entretenez, et vous restez invisible. » Les yeux de Madame Chen rencontrèrent enfin les siens, perçants et avertisseurs. La fillette est intouchable. Vous ne lui parlez pas. Vous ne la regardez pas bizarrement. Vous n'existez pas dans son monde. Compris? Oui, madame. La villa était immense, toute de marbre et de bois sombre, le genre d'endroit où l'air lui-même semblait luxueux. Clara gravit l'escalier en colimaçon, ses baskets usées silencieuses sur les marches polies. Arrivée au 3e étage, elle l'entendit. Le cri de frustration d'un enfant, suivi de la voix calme et clinique d'un adulte. « Allez, Lucia, encore un essai, tu peux y arriver. » Clara ralentit près de l'embrasure de la porte. À travers l'entrebâillement, elle aperçut une petite fille, peut-être 10 ans, sanglée dans des attelles métalliques, qui ressemblaient à des instruments de torture médiévaux. Son visage était rouge, des larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'un homme en blouse blanche, probablement un kinésithérapeute, la tenait par les bras, tentant de la maintenir debout. « Je n'y arrive pas, » sanglota Lucia. « Ça fait trop mal. Les médecins disaient que ce modèle devait fonctionner. Tu dois juste surmonter la douleur. » La poitrine de Clara se serra. Elle avait déjà entendu cette phrase dans les chambres d'hôpital, qui sentaient l'eau de Javel et les faux espoirs. Surmonter la douleur, comme si la volonté pouvait réparer ce qui était brisé. Lucia tenta de faire un pas. Sa jambe gauche céda immédiatement, et elle serait tombée si le thérapeute ne l'avait pas rattrapée. Le cri de douleur de la fillette résonna dans le couloir. « C'est assez pour aujourd'hui, » dit le thérapeute, sa voix lourde de défaite. « Même heure demain. » Clara s'éloigna rapidement de la porte, feignant d'examiner un tableau au mur. Le thérapeute passa sans la remarquer, ses pas fatigués et lents. Après qu'il eut disparu au bas des escaliers, Clara attendit une bonne minute avant d'entrer dans la salle de jeu. C'était beau, d'une beauté triste. Des jouets remplissaient les étagères, la plupart intacts, encore dans leur boîte. Un lit à baldaquin trônait dans un coin, entouré d'équipements médicaux qui n'avaient rien à faire dans une chambre d'enfant. Et au milieu de la pièce, Lucia était assise dans son fauteuil roulant, s'essuyant le visage avec sa manche, tentant d'arrêter de pleurer. Clara garda la tête baissée et commença à dépoussiérer les étagères, comme on le lui avait demandé. Restait invisible, mais ses yeux ne cessaient de se poser sur les attelles abandonnées sur le sol, près des barres parallèles. Elle avait toujours été douée de ses mains, avait passé son adolescence à réparer le vieux camion de son père, à construire des étagères avec des chutes de bois, et même à réparer la machine à laver cassée de ses voisins. Les objets avaient un sens pour elle, d'une manière que les gens n'avaient parfois pas. Et ces attelles, quelque chose clochait. « Êtes-vous la nouvelle bonne ?» La petite voix de Lucia brisa le silence. Clara leva les yeux, surprise. La fillette la fixait avec des yeux bruns curieux, qui semblaient trop âgés pour son visage. « Oui, » dit Clara doucement. « Je suis Clara. Je suis juste ici pour nettoyer. Tout le monde est juste ici pour nettoyer, ou me réparer, ou avoir pitié de moi. » La voix de Lucia n'était pas amère, juste fatiguée. Mais personne n'aide vraiment. Le cœur de Clara se serra un peu. Elle savait qu'elle devait rester silencieuse, faire son travail, et encaisser son salaire. Mais elle se retrouva à marcher vers les attelles, les ramassant délicatement. « Puis-je vous demander quelque chose ?» demanda Clara. Lucia haussa les épaules. « Quand vous les portez, où est-ce que ça fait le plus mal ?» La fillette désigna sa hanche gauche et l'arrière de son genou droit. « Ici et ici. » On dirait que quelque chose pince et tire en même temps. Clara retourna les attelles dans ses mains, examinant les articulations, les sangles, l'angle des tiges de support, et puis elle le vit. L'attelle gauche était montée selon un angle incorrect, créant un couple contre l'articulation de la hanche au lieu de la soutenir. La droite avait un point de pression exactement là où le genou se pliait, luttant contre le mouvement naturel au lieu de l'aider. « Ces ajustements sont faux, » dit Clara, plus à elle-même qu'à Lucia. « Quels angles? Ils travaillent contre votre corps, au lieu d'avec lui. »
Clara leva les yeux vers la fillette. « Me faites-vous confiance » Lucia hésita, puis hocha lentement la tête. « Je ne pense pas que ça puisse faire plus mal que cela ne le fait déjà. » Clara trouva une petite boîte à outils dans le placard d'entretien. Dieu merci pour son habitude de remarquer l'emplacement des choses. Elle travailla rapidement, desserrant des boulons, ajustant les angles de support, utilisant des bandes de mousse souple d'un vieux coussin pour rembourrer les points de pression. Ses mains bougeaient avec une assurance née d'années à réparer des choses que tout le monde avait abandonnées. 20 minutes plus tard, elle brandit les attelles modifiés. « Voulez-vous essayer » Lucia semblait effrayée et pleine d'espoir à la fois, une combinaison qui la faisait paraître encore plus jeune que ses 10 ans. Clara l'aida à enfiler les attelles, ajustant les sangles soigneusement, s'assurant que rien ne pinçait ou ne tirait. « D'accord, » dit Clara, se positionnant à proximité, prête à la rattraper. Doucement, très doucement, Lucia agrippa les barres parallèles, ses phalanges blanches. Elle prit une inspiration, déplaça son poids et leva son pied gauche, puis le droit. Un pas, puis un autre. Pas de cris, pas de pleurs, juste deux pas en avant, tremblants, incertains, mais miraculeux. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Je marche. »« Tu marches » murmura Clara, ses propres yeux brûlants de larmes. Et puis Lucia rit. Un son si pur et inattendu qu'il sembla illuminer toute la pièce. Un instant, tout le reste disparut. La peur, les règles, les conséquences. Il n'y avait qu'une petite fille marchant pour la première fois de sa vie, et une domestique qui avait osé tenter ce que des centaines, 100, de médecins n'avaient pas pu faire. Clara ne le savait pas encore, mais à cet instant, elle venait de tout changer. Matteo Reacci était en train de découper sa viande quand Vincent, son chef de la sécurité, se pencha et lui murmura quelque chose qui le fit s'arrêter de manger en plein milieu d'une bouchée. « Que voulez-vous dire ?»« Elle a marché. La nouvelle domestique, » dit Vincent doucement, jetant un coup d'œil aux trois conseillers assis autour de la table à manger. Elle a ajusté les attelles de Lucia. La fillette a fait des pas, de vrais pas. Matteo posa lentement son couteau, sa mâchoire serrée. Autour de la table, ses conseillers échangèrent des regards. Une domestique ? Tony Marcello, son plus ancien conseiller, faillit s'étouffer avec son vin. Vous me dites qu'une femme de ménage a trafiqué un équipement médical de 10 000 dollars. Elle ne l'a pas trafiqué, dit Vincent. Elle l'a réparé. Réparé, répéta Tony, sa voix dégoulinante de sarcasme. Où a-t-elle obtenu son diplôme de médecine? Sur YouTube? Les autres conseillers rirent, mais Matteo ne se joignit pas à eux. Sa fille était coincée dans ce fauteuil roulant depuis 3 ans. 3 ans de spécialiste de Boston, de New York, même de Suisse. 3 ans à entendre les mêmes mots. Thérapie progressive, traitements expérimentaux, peut-être un jour. Et maintenant, Vincent lui disait qu'une domestique, une femme qu'il avait embauchée ce matin même, avait fait quelque chose en un après-midi. « Lucia est-elle blessée ?» demanda Matteo, sa voix dangereusement calme. « Non, monsieur, elle va bien. Mieux que bien, en fait. Elle demande quand Clara pourra l'aider à nouveau demain. » Matteo se leva, laissant tomber sa serviette sur la table. « Je veux voir la vidéo. » Ses conseillers le suivirent, jusqu'à la salle de sécurité, leurs chaussures coûteuses cliquetant sur les sols en marbre. La pièce était tapissée de moniteurs montrant chaque recoin de la villa. Vincent sortit la caméra de la salle de jeu et rembobina jusqu'à cet après-midi. Matteo observa en silence. Il vit Clara entrer dans la pièce, la vit ramasser les attelles et les examiner avec la concentration de quelqu'un qui comprenait réellement ce qu'il regardait. Il la regarda travailler avec de simples outils, ajustant des pièces que les chirurgiens avaient juré être parfaitement positionnées. Et puis, il vit sa fille, sa petite fille, qui pleurait chaque nuit de douleur, se lever et marcher. 2 pas. Petit, tremblant, incertain, mais réel. Le visage de Lucia à l'écran était quelque chose que Matteo n'avait pas vu depuis des années. Une joie pure. Pas le sourire forcé qu'elle donnait aux médecins pour les faire se sentir mieux, ou le visage courageux qu'elle portait pour lui. C'était un bonheur réel. La pièce était silencieuse, hormis le bourdonnement des moniteurs. Matteo continua de regarder, même après que la vidéo eut montré Clara, aidant Lucia à retourner dans son fauteuil roulant, même après qu'elles eurent commencé à parler et à rire ensemble, comme de vieilles amies. « C'est insensé, » finit par dire Tony. « Nous ne savons rien de cette femme. Elle pourrait être quoi ?» La voix de Matteo traversa la pièce comme une lame. « Aidez ma fille, parce que c'est ce que je viens de regarder. Avec tout le respect que je vous dois, patron, nous avons des protocoles.
Les décisions médicales passent par des professionnels. Et si elle avait blessé Lucia, et si c'était une sorte de... Une sorte de quoi? Matteo se tourna vers son conseiller. Un plan élaboré? Elle va se faire une place dans notre confiance en faisant marcher ma fille. Il secoua la tête. Vous êtes paranoïaque, Tony. La paranoïa vous garde en vie dans notre milieu, et l'intelligence vous garde en avance. Matteo regarda à nouveau l'écran, s'attardant sur l'image du sourire de Lucia. Procurez-moi son dossier et amenez-la à mon bureau, maintenant. 10 minutes plus tard, Clara se tenait devant le bureau de Matteo, essayant de ne pas montrer à quel point elle était terrifiée. Le bureau était tout en cuir sombre, et bois plus sombre encore, avec des tableaux qui coûtaient probablement plus que tout son immeuble d'appartement. Matteo était assis derrière son bureau, son visage impénétrable, un verre de whisky intact devant lui. « Vous êtes Clara Bennett, dit-il. Non pas une question. Oui, monsieur, 26 ans, élevé dans le sud de Chicago, père décédé l'année dernière, aucun casier judiciaire. Vous avez travaillé dans une quincaillerie, puis dans un atelier de mécanique avant cela. » Il rabattit le dossier sur son bureau. Rien là-dedans n'indique que vous ayez la moindre connaissance en équipement médical. La gorge de Clara était sèche. Pas officiellement. Alors qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouviez toucher aux attelles de ma fille? La question plana dans l'air, menaçante. Clara savait qu'elle risquait de perdre ce poste, peut-être pire. Mais en pensant au visage de Lucia, à la détermination qu'elle avait vue dans ses yeux, elle ne put se résoudre à regretter son geste. « J'ai vu le problème, » dit simplement Clara. Les angles étaient incorrects. Il contraignait ses articulations au lieu de les soutenir. C'était de la mécanique générale de base, juste à une échelle plus petite. De la mécanique générale de base, répéta Matteo. Son expression restait impénétrable. 800, médecins, et vous me dites qu'ils ont raté quelque chose d'aussi fondamental? Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est toujours la bonne solution, lâcha Clara, avant de pouvoir se retenir. Elle regretta immédiatement son audace. Mais l'expression de Matteo se modifia légèrement. Ce n'était pas de la colère, plutôt quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. « Mes conseillers pensent que vous êtes dangereuse, » dit-il. Le cœur de Clara sombra. « Ils pensent que vous êtes soit incompétente, soit que vous êtes en train de monter une sorte d'escroquerie. » Il prit son verre de whisky et l'agita. « Je pense qu'ils sont stupides. » Clara cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Matteo se leva, contournant le bureau pour lui faire face directement. Il était grand, imposant, avec le genre de prestance qui faisait naturellement reculer les gens. Mais ses yeux, lorsqu'il la regardait, n'étaient pas froids. Ils étaient fatigués, désespérés et reconnaissants à la fois. « J'ai regardé les images, » dit-il doucement. « J'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu le visage de ma fille. » Clara ne savait pas quoi dire. « Je me fiche du protocole et je me fiche des diplômes que vous n'avez pas. » reprit Matteo d'une voix ferme. « Continuez à faire ce que vous faisiez. Tout ce dont Lucia a besoin, vous le réalisez. Vous comprenez ?» Clara acquiesça, encore sous le choc. « Oui, monsieur. Et Clara ?» Il se retourna vers son bureau. « Merci. » C'était une phrase si simple, mais venant de Matteo Reichi, cela ressemblait à une promesse sacrée. Clara quitta son bureau, son emploi intact et avec autre chose. Une étrange impression d'avoir franchi une limite qu'elle ne pourrait jamais effacer. Derrière son bureau, Matteo la regarda partir, puis reporta son regard sur l'image figée sur son écran d'ordinateur. Sa fille marchait. Après tout ce temps, quelqu'un lui avait enfin donné de l'espoir, et il protégerait cet espoir de toutes ses forces. Le lendemain matin, Clara arriva à la villa pour trouver Lucia déjà éveillée, et l'attendant dans sa salle de jeu, encore en pyjama. « Vous êtes matinale, » dit Clara, surprise. « Je n'ai pas pu dormir. » Lucia s'approcha en fauteuil, les yeux brillants d'excitation. « On peut réessayer, s'il vous plaît ?» Clara jeta un coup d'œil à la porte, s'attendant à moitié à voir apparaître Madame Chen pour interrompre la séance. Mais Matteo avait donné son approbation, et cela semblait plus important que toutes les règles d'une gouvernante. « Voyons ce que nous pouvons faire. » Au cours de l'heure suivante, elles travaillèrent ensemble comme une équipe. Clara apportait de petits ajustements aux orthèses, resserrant une sangle ici, ajoutant un rembourrage là, tandis que Lucia décrivait précisément ce qu'elle ressentait à chaque pas. C'était un processus d'essai et d'erreur, mais du genre qui mène quelque part. « Mieux ?» demanda Clara. Après une autre modification, Lucia fit 3, pas le long des barres parallèles, le visage crispé de concentration. Le côté gauche tire encore un peu, mais le côté droit est parfait maintenant. « Annette, vous êtes une bonne observatrice, » dit Clara avec un sourire. « La plupart des gens ne peuvent ni pas décrire ce qu'ils ressentent avec une telle clarté. »
J'ai eu beaucoup de pratique. Les médecins demandent toujours où ça fait mal. Lucia s'arrêta à l'extrémité des barres, soufflant fort mais souriant. Il n'écoute jamais mes réponses. Au troisième jour, Clara avait fouillé le débarras de la villa avec la permission gênée de Vincent et trouvé des matériaux qui pouvaient être utiles. De vieilles ceintures en cuir devinrent des sangles réglables. La mousse de coussin de patio usagée offrit un meilleur rembourrage. Un pupitre de musique cassé donna son mécanisme de réglage, que Clara réutilisa pour créer un bras de soutien qui accompagnait Lucia au lieu de la contraindre. « Vous le construisez à partir de rien », dit Lucia, observant Clara travailler avec une fascination grandissante. « Pas à partir de rien, juste pour qu'il te corresponde. » Clara testa une articulation, s'assurant qu'elle bougeait en douceur. « Chaque personne est différente. Tes orthèses doivent t'aller, pas l'inverse. Pourquoi les médecins n'y ont-ils pas pensé ?» Clara haussa les épaules. Parfois, les gens se concentrent tellement sur la solution coûteuse qu'ils oublient la solution simple. Chaque séance apportait des progrès. Le deuxième jour, Lucia réussit à traverser la moitié de la salle de jeu sans s'arrêter. Le troisième jour, elle parcourut toute la longueur, n'utilisant les barres parallèles que pour l'équilibre, pas pour le soutien. La douleur qui la faisait crier s'était transformée en une gêne gérable, celle qui vient de l'utilisation de muscles qui n'avaient pas travaillé depuis des années. Ce que Clara ignorait, c'est que chaque séance avait un public invisible. Matteo regardait depuis son bureau via le flux de sécurité, son café du matin refroidissant, alors qu'il oubliait de le boire. Il observait la détermination de sa fille, ses rires lorsqu'elle réussissait, même ses larmes de frustration lorsque quelque chose ne fonctionnait pas. Et il observait Clara, patiente, encourageante, ne traitant jamais Lucia comme si elle était fragile. Vincent le trouva là au troisième jour, toujours en train de fixer l'écran. « Vous allez user ce moniteur, » dit Vincent. Matteo ne détourna pas le regard. Elle vient de traverser toute la pièce. « Les gars en parlent, » répliqua Vincent. « Que disent-ils » Vincent hésita. « Que c'est bizarre. Pas une mauvaise bizarrerie, juste une bizarrerie inexplicable. Cette fille arrive et soudain, Lucia fait des choses que 100 médecins disaient impossibles. Certains pensent que c'est un miracle. D'autres pensent qu'il y a quelque chose que nous manquons. Comme quoi? Je ne sais pas, patron. Mais les gens deviennent nerveux quand ils ne peuvent trop pas expliquer quelque chose. » Matteo se détourna enfin de l'écran. « Dites-leur de se concentrer sur leur travail et laissez-moi me concentrer sur le mien. » Dans la cuisine, le personnel de maison avait ses propres théories. Madame Ching se tenait au comptoir, coupant des légumes, tandis que deux autres servantes chuchotaient à proximité. « Je vous dis, je l'ai vue dans le débarras, » dit Maria, la plus jeune servante. Elle démontait des meubles comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Qui fait ça? Quelqu'un qui sait réparer les choses. » dit Madame Chin sans lever les yeux. « Mon mari était pareil. Donnez-lui une radio cassée, il la ferait chanter avant le dîner. » « Mais l'équipement médical, c'est différent, non ?» Madame Chin posa son couteau. « Peut-être que les médecins sophistiqués ont rendu les choses trop compliquées. Peut-être que tout ce qu'il fallait, c'était quelqu'un qui y voyait un problème à résoudre au lieu d'une somme d'argent à encaisser. » Malgré tout, Maria baissa la voix. « Le timing est étrange, vous ne trouvez pas? Une nouvelle femme de chambre apparaît et devient soudain la personne la plus importante de cette maison. » « La personne la plus importante de cette maison est cette petite fille à l'étage, » dit fermement Madame Chin. « Et si Clara peut l'aider, alors je me fiche qu'elle soit arrivée à dos de licorne. Nous devrions être reconnaissants, pas suspects. » Maria se tut, mais le doute dans ses yeux persistait. Dans l'après-midi du troisième jour, Clara s'assit sur le sol de la salle de jeu avec Lucia, toutes deux épuisées, mais heureuses. Les jambes de Lucia étaient tendues devant elle, les orthèses finalement retirées, pour un repos bien mérité. Mon père me regardait essayer de marcher, dit Lucia doucement. Avant, je veux dire, quand j'étais vraiment petite avant l'accident. Clara la regarda. Quel accident? Un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Un conducteur ivre nous a percutés. Ma mère est morte et mes jambes ont été écrasées. La voix de Lucia était factuelle, mais ses doigts se tordaient sur ses genoux. Papa n'en parle pas, mais parfois je le surprends à me regarder. Et il a ce regard comme s'il se souvenait. Cela doit être difficile pour vous deux. Il essaie de le cacher, mais je sais qu'il se sent coupable, comme s'il aurait dû mieux nous protéger, ou quelque chose comme ça. Lucia leva les yeux vers Clara. « Tu penses qu'il regarde maintenant ?» Clara jeta un coup d'œil à la caméra dans le coin, si discrète qu'elle l'avait presque manqué. Elle n'avait aucune preuve que Matteo était à l'autre bout, mais d'une manière ou d'une autre, elle le savait. « Oui, »
dit-elle doucement. Je pense que oui. Bien, Lucia sourit. Je veux qu'il voie que je vais aller bien, que nous allons toutes les deux aller bien. Dans son bureau, Matteo ferma les yeux et prit une inspiration chancelante. Les mots de sa fille le touchèrent plus que n'importe quoi d'autre. Pendant trois ans, il avait porté le poids de cette nuit, le moment où son monde s'était brisé parce qu'il n'avait pas conduit assez prudemment, n'avait pas vu le conducteur ivre dévier dans leur voie assez vite. Et maintenant, de manière impensable, une étrangère lui donnait une chance de croire qu'il pouvait peut-être, juste peut-être, réparer ce qu'il avait brisé. Le matin du quatrième jour commença par une embuscade. Matteo était en train d'examiner des manifestes d'expédition dans son bureau lorsque sa porte s'ouvrit sans frapper. Tony Marcello entra, suivi de trois autres conseillers seniors et du docteur Raymond Castillo, le chirurgien orthopédiste qui gérait le cas de Lucia depuis deux ans. « Il faut qu'on parle, » dit Tony, fermant la porte derrière eux. Matteo posa lentement ses papiers. « Vous savez, je déteste les réunions avant le café. »« Ça ne peut pas attendre. » Le docteur Castillo s'avança, son costume coûteux, aussi impeccable que sa réputation. « Monsieur Itchi, je crois comprendre qu'il y a eu un incident concernant le protocole de traitement de Lucia. »« Incident ?» Matteo se pencha en arrière sur sa chaise. « Ma fille marche. J'appellerais ça un progrès. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est pas un progrès, c'est de l'imprudence. » Le médecin sortit un dossier de sa mallette. Cette femme, Clara Bennett, n'a aucune formation médicale. Elle a modifié un équipement qui a été spécialement calibré par des spécialistes à Boston. Ce qu'elle fait est dangereux et potentiellement illégal. Illégal. La voix de Matteo était dangereusement calme. Les dispositifs médicaux sont réglementés par la FDA pour une raison. Altérer leur fonctionnement sans certification appropriée viole la loi fédérale et, plus important encore, met Lucia en grave danger. Tony intervint, flairant une opportunité. « Patron, réfléchissez à ce que ça représente. Vous dirigez l'une des opérations les plus puissantes de Chicago. Les gens observent chacun de vos mouvements. Et en ce moment, on dirait que vous laissez une domestique quelconque jouer au docteur avec votre fille. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de la chance une fois. « Chance ?» répéta Matteo d'un ton sec, la mâchoire serrée. « Comment appelleriez-vous ça d'autre ?» Frank Rossi, un autre conseiller, prit la parole. 3 ans avec les plus grands esprits médicaux du pays n'ont pas pu aider Lucia, mais une jeune femme sans grade, ayant juste un diplôme de lycée, arrange tout en un après-midi. Ce n'est pas de la médecine, patron, c'est un coup de chance ou un coup monté, ajouta Tony à voix basse. Sur ces mots, le silence s'installa, lourd de sens. Les yeux de Matteo se plissèrent. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je dis que nous ne savons rien de cette femme. Elle apparaît de nulle part, est embauchée pour un travail précis, et soudain, elle devient indispensable. C'est le manuel de l'infiltration, patron. On place quelqu'un près de ce que vous aimez le plus. Elle gagne votre confiance. »« Tu es fou ?» Matteo se leva, sa voix acérée comme une lame. « Tu penses que les Morettes ou les Costanos ont envoyé une femme de chambre pour se lier d'amitié avec ma fille? Dans quel but? Elle apprend à Lucia à marcher et après, elle la kidnappe pendant une séance de thérapie? Je dis juste qu'il faut être prudent. »« Non, tu dis que je suis stupide. » Matteo fit le tour de son bureau, faisant face aux 5 hommes. « Tu dis que je ne peux pas faire la différence entre quelqu'un qui essaie d'aider et quelqu'un qui essaie de nous nuire. » Le docteur Castillo s'éclaircit la gorge avec diplomatie. « Personne ne remet en question votre jugement, monsieur Itchi. Mais les décisions médicales requièrent une expertise. J'ai travaillé avec Lucia pendant 2 ans. Je connais son dossier de fond en comble. Cette femme est ici depuis 4 jours, et en 4 jours, elle a accompli ce que vous n'avez pas pu faire en 2 ans. » Ces mots tombèrent comme une gifle. Le visage du docteur Castillo devint écarlate. « Peut-être, » dit le docteur d'un ton rigide, « que nous devrions envisager d'envoyer Lucia à l'établissement en Suisse. Il dispose de nouveaux traitements expérimentaux, de robotique avancée. Vous vouliez l'envoyer là-bas l'année dernière, » l'interrompit Matteo. « J'ai dit non parce qu'elle serait seule, effrayée, à des milliers de kilomètres de chez elle. Et vous m'avez promis que les attelles fonctionneraient. Vous vous souvenez de cette promesse, docteur? La science médicale est complexe. Elle marche. » La voix de Matteo était comme de l'acier froid. « Ma fille marche, pas pourrait marcher un jour, pas marcher avec des machines expérimentales qui coûtent $250 000. Elle marche maintenant grâce à des attelles qu'une femme de chambre a réparées avec des matériaux de récupération de mon entrepôt. Patron, » Tony tenta de nouveau, « nous sommes juste inquiets pour votre réputation. Si l'on apprend que vous laissez des personnes non autorisées... »
Ma réputation? Matteo rit, mais son rire était dénué de toute joie. Vous voulez parler de ma réputation? Pendant 3 ans, les gens ont murmuré que Matteo Reacci ne pouvait même pas protéger sa propre famille, que j'avais laissé ma femme mourir et ma fille devenir handicapée parce que je n'avais pas été assez prudent. Vous pensez que je me soucie de ce que ces gens disent maintenant que Lucia a de nouveau de l'espoir? Ce n'est pas seulement une question de ce que les gens disent, reprit Franck avec prudence. C'est une question de responsabilité. Si quelque chose tourne mal, si Clara commet une erreur et que Lucia est encore plus blessée, alors j'y ferai face. La voix de Matteo était catégorique. Mais pour l'instant, la seule erreur que je vois est cette conversation. Le docteur Castillo rajusta sa cravate, son masque professionnel reprenant sa place. Je déconseille fortement cette ligne de conduite. Pour le dossier, c'est noté. Et pour le dossier, vous êtes viré. La pièce se figea. Matteo, commença Tony. Il a eu 2 ans et un chèque en blanc, dit Matteo, fixant le docteur. Clara a eu 4 jours et une boîte à outils. Je sais quel investissement a porté ses fruits. Vincent vous raccompagnera, docteur. Le visage du docteur Castillo devint pâle, puis rouge. Il ouvrit la bouche, la referma, puis saisit sa mallette et partit sans un mot de plus. Après son départ, Matteo se tourna vers ses conseillers restants. Quelqu'un d'autre veut me dire comment gérer ma famille. Tony leva les mains. Patron, nous essayons juste de vous protéger. Alors, protégez-moi en faisant votre travail. Surveillez les docks, gérez les routes. Occupez-vous des morettes, mais laissez les soins de Lucia à quelqu'un qui se soucie réellement d'elle, plutôt que de sa réputation. Il retourna à son bureau, les renvoyant. Nous avons terminé ici. Les conseillers sortirent tranquillement, mais la tension les suivait comme une fumée. Dans le couloir, Tony tira Franck à part, sa voix basse. C'est mauvais, il perd le sens des réalités. C'est un père, dit Franck. Pouvez-vous le lui reprocher? Je peux, quand cela le rend vulnérable. Tony jeta un coup d'œil à la porte du bureau fermée. Gardez un œil sur la femme de chambre. Je me fiche de ce qu'il dit. Personne n'est aussi bon sans raison. Découvrez ce qui la motive. Franck hocha lentement la tête. Et si ce que nous trouvons ne nous plaît pas, alors nous nous en occuperons discrètement, pour son propre bien. Dans son bureau, Matteo se tenait à la fenêtre, regardant la pelouse où Clara aidait Lucia à marcher sur l'herbe pour la première fois. Ses mains tremblaient, non pas de colère contre ses conseillers, mais d'une réalisation terrifiante. Ils avaient Cambé peut-être raison sur une chose. Il mettait toute sa confiance en une femme qu'il connaissait à peine. Et si cette confiance était mal placée, il perdrait sa fille à nouveau. Au 5e jour, Clara ne considérait plus la salle de jeu comme un simple lieu de travail. Elle avait évolué en autre chose. Un laboratoire, un terrain d'entraînement, un havre où les conventions du monde extérieur s'estompaient. Théorie du jour, lança Clara, assise en tailleur sur le sol, pendant que Lucia se tenait au bar parallèle. Et si nous abordions la situation sous un autre angle? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Lucia, curieuse. Tout le monde traite la marche comme une épreuve gigantesque et terrifiante qu'il faut vaincre. Mais si ce n'était que de la marche, si nous la rendions amusante? Lucia leva un sourcil, ressemblant étrangement à son père à cet instant précis. Amusante, Clara? J'apprends littéralement à utiliser mes jambes à nouveau. Exactement. Alors, rendons ça stimulant. Clara se leva d'un bond et saisit un rouleau de ruban adhésif de peintre dans sa boîte à outils. Elle commença à tracer des bandes sur le sol, formant un chemin sinueux. « Tu as déjà joué à la marelle? J'ai vu d'autres enfants y jouer. Eh bien, maintenant, tu vas y jouer. » Clara acheva le parcours, laissant des espaces suffisamment larges pour les attelles. Marcher en ligne droite, c'est ennuyeux. Voyons si tu peux suivre ce sentier, et si tu y parviens, tu choisiras notre prochaine activité. Les yeux de Lucia s'illuminèrent d'un défi. N'importe quoi, dans la limite du raisonnable, évidemment. Je ne vais pas te faire passer en fraude pour un concert ou autre chose. C'est un marché. Ce qui avait débuté comme un simple jeu se transforma en 1 heure de rire. Lucia tituba, corrigea ses mouvements, faillit tomber 2 fois, mais Clara était toujours là, ne la rattrapant pas immédiatement, mais suffisamment proche pour que Lucia se sache en sécurité pour tenter. Et elle tenta. Pied gauche sur le bleu, pied droit sur le rouge, scandait Clara comme une animatrice de jeu télévisé. Et elle se dirige vers le coin. Oh, c'est un angle difficile. Oui, elle y arrive. Lucia riait si fort qu'elle dut s'arrêter pour reprendre son souffle. Tu es ridicule. Je suis motivante. Il y a une différence. Dans le couloir, Matteo se tenait dans l'ombre, observant. Il avait l'intention de juste jeter un coup d'œil, mais quelque chose le retenait. Il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait entendu sa fille rire ainsi, un rire franc et authentique, sans la mélancolie qui habitait habituellement sa voix.
Clara le remarqua cette fois. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et un instant, aucun d'eux ne bougea. Matteo s'attendait à ce qu'elle se crispe, qu'elle redevienne formelle et prudente comme tout le monde en sa présence. Au lieu de ça, elle sourit, un petit sourire complice qui semblait dire « Voyez, je vous l'avais dit », puis se tourna de nouveau vers Lucia. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Pendant les 2 jours qui suivirent, la salle de jeu se transforma radicalement. Clara y apporta de la musique, diffusant de la pop aux morceaux classiques pendant que Lucia s'exerçait. Elle enseigna à Lucia des blagues si affligeantes qu'elle faisait gémir et rire la jeune fille, à parts égales. « Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix ?» demanda Clara au 6e jour. « Je ne sais pas, pourquoi ? Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. » Lucia lui lança un oreiller. « C'est la pire blague que j'ai jamais entendue. À ton tour, viens récupérer cet oreiller. » Et Lucia le fit, marchant 6 pas sans les barres, juste pour plaquer Clara avec l'oreiller. Toutes 2 finirent au sol, riant comme des sœurs. Madame Chin remarqua également le changement. La villa, silencieuse comme un musée depuis des années, s'animait désormais. De la musique s'échappait du 3e étage. Des rires résonnaient dans les couloirs, qui n'avaient auparavant connu que des chuchotements. Même le reste du personnel semblait plus léger, comme si la joie de Lucia était contagieuse. Au 7e jour, Clara introduisit ce qu'elle appelait le « parcours d'obstacles », un chemin tracé dans la salle de jeu avec des meubles servant de point de contrôle, une chaise à contourner, la bibliothèque à toucher, la fenêtre à atteindre. Lucia s'y attela avec une détermination féroce, son esprit compétitif se révélant. « Tu sais, » dit Lucia, marquant une pause à mi-parcours, « mon père jouait à des jeux avec moi avant… » Clara lui tendit une bouteille d'eau. « Avant l'accident. » Oui, il était différent à l'époque. Il souriait davantage, il riait. Lucia fixa le sol. Maintenant, il a l'air fatigué tout le temps et triste. Il a traversé beaucoup d'épreuves, la perte de ta mère, l'inquiétude pour toi. J'aimerais pouvoir le rendre heureux à nouveau, murmura Lucia d'une petite voix. Comme avant, Clara s'agenouilla pour être à son niveau. Tu veux un secret? Je pense que tu l'es déjà. Comment? Parce que tu te bats, tu n'abandonnes pas. Et chaque fois qu'il te voit faire un pas de plus, je parie que ça lui rappelle que de belles choses peuvent encore arriver. Clara toucha délicatement la main de Lucia. Tu es son espoir, gamine. C'est mieux que d'être heureux. Lucia y réfléchit, puis hocha la tête. Tu vas m'aider à finir le parcours? Je veux le faire jusqu'au bout, sans m'arrêter, pour qu'il puisse voir. Il regarde, il le fait toujours. Lucia jeta un coup d'œil à la caméra, puis sourit. Salut, papa. Dans son bureau, Matteo sentit sa gorge se serrer. Il fit un signe de la main à la caméra, même s'il savait que Lucia ne pouvait pas le voir. Ce soir-là, alors que Clara s'apprêtait à partir, elle trouva Matteo dans le foyer. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, l'air plus incertain qu'un homme de sa position ne devrait jamais l'être. « Clara » dit-il, sans vraiment la regarder. Un instant. Elle s'arrêta, son sac sur l'épaule. Bien sûr, il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Merci pour ce que vous faites, pas seulement pour la marche, mais pour tout le reste. Tout le reste. La faire sourire, la traiter comme une personne normale, comme une enfant. Sa voix était rauque. Tous ne la traitent-ils pas comme une poupée de verre? Médecin, thérapeute, et parfois même moi. Mais toi, tu lui lances des coussins et la fais courir dans la pièce. » Clara sourit. « Elle est plus solide qu'on ne le pense. »« Je sais, » répliqua Matteo. « J'oublie juste parfois. » Matteo la dévisagea enfin, ses yeux révélant une surprise inattendue pour Clara. Non pas le redoutable chef mafieux que tout un chacun craignait, mais un père épuisé qui avait suffoqué pendant trois ans et recommençait à peine à respirer. Tu lui as offert ce que je ne pouvais pas. Tu lui as rendu son enfance. Tu lui as insufflé de la force, murmura Clara. Je lui ai seulement donné une bonne raison de l'employer. Ils restèrent là, dans le crépuscule. Deux êtres issus d'univers radicalement différents, unis par une fillette de 10 ans qui apprenait à marcher. Quelque chose passa entre eux, peut-être une entente mutuelle, une reconnaissance silencieuse, l'aveu qu'ils luttaient tous deux pour le même objectif. « Bonne nuit, Clara, » dit Matteo finalement. « Bonne nuit, monsieur Ricci. » En la voyant s'éloigner, Matteo réalisa que la villa ne lui semblait plus un tombeau. Elle prenait l'allure d'un foyer, une pensée qui l'effrayait presque autant qu'elle lui insufflait de l'espoir. Clara se réveilla à 3 heures du matin, une idée fulgurante en tête. Elle avait rêvé de Lucia, luttant au bord des barres parallèles, constamment dépendante d'elle pour son équilibre, jamais vraiment libre. Dans ce rêve,
Clara avait perçu la solution. Non pas des orthèses rigides, mais une structure qui s'harmoniserait avec le corps, s'ajustant en temps réel, capable d'apprendre. À son arrivée à la villa à 8 heures, elle avait déjà esquissé le croquis sur une serviette maculée de café. « On dirait que tu n'as pas dormi », observa Lucia depuis son fauteuil roulant. « En effet, mais j'ai eu une idée », répondit Clara, dévoilant le dessin sommaire. « Et si tu n'avais plus du tout besoin des barres ?» Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Comment ? Un cadre, mais pas fixe, quelque chose qui s'adapte à ton centre de gravité quand tu bouges, comme des petites roues d'apprentissage qui réfléchissent. » Clara cataloguait déjà mentalement ce qu'elle avait repéré dans le débarras. « Il me faudra quelques heures pour le construire. Tu veux aider ? Tu plaisantes ? » Oui. Elles fouillèrent le débarras comme des pirates en quête de trésors. Clara dénicha un ancien porte-manteau à base lestée, un lampadaire brisé aux bras ajustables, quelques tuyaux de PVC rescapés d'une rénovation de salle de bain inachevée et des poignées en mousse provenant de béquilles abandonnées. Pour quiconque, c'était de la ferraille. Pour Clara, c'était une promesse. Lucia devint son assistante, maintenant les pièces pendant que Clara perçait et boulonnait, lui tendant les outils avec la précision d'une infirmière chirurgicale. Elles travaillèrent dans un silence complice, parfois brisé par les explications de Clara. La base lestée assure la stabilité, mais ces roues lui permettent de bouger avec toi, expliqua Clara, fixant des roues de patin à roulettes trouvées dans une boîte étiquetée Lucia 7 ans. Et ce bras s'ajuste en hauteur selon le soutien dont tu as besoin. C'est toi qui le contrôle, pas l'inverse. On dirait un engin de film de science-fiction, dit Lucia, admirant la curieuse machine qui prenait forme. Ça s'apparente à de l'espoir, rectifia Clara. À midi, leur création ressemblait davantage à une pièce d'art moderne qu'à un équipement médical. Un cadre à roulettes muni d'un bras de soutien ajustable que Lucia pourrait saisir, des poignées situées à diverses hauteurs et un design conçu pour glisser sur le sol plutôt que de le combattre. « Prête à l'essayer » demanda Clara. Lucia se mordit la lèvre, à la fois nerveuse et excitée. « Et si ça ne marche pas ? Alors on essaiera autre chose. C'est le principe des expériences. » Clara l'aida à se lever, positionnant le cadre devant elle. « Voici le principe. Tu n'as pas à l'utiliser comme un déambulateur. Imagine-le comme un partenaire de danse. Il suit tes mouvements. » Lucia agrippa les poignets, sentant la stabilité du cadre sous ses mains. Puis, elle prit une inspiration et fit un pas en avant. Le cadre la suivit, ses roues glissant harmonieusement, son bras de soutien s'adaptant juste assez pour l'aider à garder l'équilibre sans la contraindre. Elle fit un autre pas, puis encore un autre. « Clara, murmura Lucia. « Clara, ça marche. Continue, ne pense pas, bouge juste. » Lucia traversa la salle de jeu, ses mouvements encore maladroits, mais authentiques. Elle n'avait plus besoin des barres parallèles. Elle n'avait plus besoin de quelqu'un pour la soutenir. Le cadre évoluait avec elle, comme une extension d'elle-même, offrant un appui sans entraver. Arrivée à la fenêtre, après 12 pas complets depuis son point de départ, elle contempla le jardin et fondit en larmes. « Je marche, dit-elle, la voix brisée. Je marche, vraiment. » Les yeux de Clara s'embrouillèrent de larmes. « Tu voles, ma puce. » Dans son bureau, Matteo observait l'écran, la main posée sur sa bouche. Il avait déjà vu sa fille se tenir debout, l'avait regardée faire des pas prudents le long des barres. Mais ceci était différent. C'était l'indépendance, c'était la liberté. Vincent se tenait à ses côtés, tout aussi sidéré. « Boss, ce truc est-il fait d'un porte-manteau ?»« Je crois bien, » dit Matteo, la voix étranglée. « Elle a construit ça avec de la ferraille de la chambre de rangement. »« Oui, c'est... » Vincent s'interrompit, secouant la tête. « C'est impossible. » Nous sommes en train de le voir se produire à l'écran. Lucia traversait la pièce à nouveau, sa confiance grandissant à chaque pas. Elle rit même lorsque le cadre resta accroché au bord d'un tapis, réajustant son équilibre pour compenser au lieu de chuter. « Elle n'a même plus peur, » dit Matteo, d'une voix basse. Ce soir-là, Matteo retrouva Clara dans la salle de jeu, rangeant ses outils tandis que Lucia dormait sur le canapé, épuisée mais sereine. Le cadre improvisé trônait dans un coin, telle une étrange sculpture. Clara. Elle se retourna, surprise de le voir en personne, plutôt que de le deviner en embuscade quelque part. Il semblait différent. Sa cravate était dénouée, ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il les avait passés entre ses mains. « Monsieur Rixi, avez-vous vu ?»« J'ai vu. » Il s'approcha du cadre, le touchant avec précaution, étudiant sa confection. « Vous avez construit cela à partir de pièces de mobilier et d'autres objets. »
Je sais que ça a l'air étrange, mais ça fonctionne. Et je me suis assuré que tout est structurellement sain. C'est brillant. Clara cligna des yeux. Quoi? Matteo se tourna vers elle, et elle lut dans son expression quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Une émotion brute, sans phare. Des attelles à 10 000 dollars n'auraient pas pu faire ce que cela fait. 100 médecins diplômés n'auraient pas pu lui donner ce que vous lui avez donné aujourd'hui. J'ai juste vu un problème. Non. Sa voix était ferme mais sans dureté. Vous avez vu ma fille, pas une patiente, pas un projet, mais une petite fille qui méritait mieux que ce que tout le monde lui offrait. Il fit une pause, cherchant des mots qui ne lui venaient pas naturellement. Vous lui avez donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait, pas seulement la capacité de marcher, mais la conviction qu'elle pouvait le faire. La gorge de Clara se serra. Elle a fait le plus dur. J'ai juste fabriqué les outils. C'est là que vous vous trompez. Matteo se rapprocha, son expression intense. Tous les autres lui ont donné des outils et lui ont dit d'être reconnaissante. Vous lui avez donné de l'espoir et lui avez dit d'être courageuse. Il y a une différence. Il restait là, dans la lumière déclinante de l'après-midi, entouré de rembourrages en mousse et de boulons éparpillés, avec une enfant endormie et un porte-manteau métamorphosé en miracle entre eux. Clara réalisa que son cœur battait plus vite, et ce n'était pas par crainte. « Merci, » dit Matteo, avec une simplicité sincère, « de m'avoir rendu ma fille. Vous ne l'avez jamais perdue, » murmura Clara. Elle était toujours là, attendant juste que quelqu'un la voie. Quelque chose changea dans les yeux de Matteo, de la gratitude, certes, mais aussi autre chose qui coupa le souffle à Clara. Il tendit lentement, délicatement, sa main et toucha la sienne. « Merci, » répéta-t-il. Et à cet instant, sa main chaude contre la sienne et Lucia respirant doucement en arrière-plan, Clara comprit que quelque chose avait évolué entre eux, quelque chose qui transcendait le statut d'employeur et d'employé, la gratitude et le devoir, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait encore nommer. Clara sentit que quelque chose avait changé dès l'instant où elle pénétra dans la villa au neuvième jour de son séjour. Les gardes à l'entrée ne firent pas leur hochement de tête habituel. Le personnel de cuisine se tut quand elle traversa la pièce pour prendre un café. Même Madame Chun, qui s'était adoucie avec elle au cours de la semaine précédente, la regarda avec une expression qui pouvait être de la pitié. « Tout va bien ?» demanda Clara. Madame Chun jeta un coup d'œil à la porte, puis se pencha. « Contente-toi de faire profil bas aujourd'hui, ma belle. Les hommes parlent. De quoi? De toi? De la manière dont tu te rapproches de la famille. » Madame Chun lui tapota le bras. « Je suis sûre que ce n'est rien, mais sois prudente. » Le ventre de Clara se tordit, mais elle força un sourire et monta à l'étage. Lucia l'attendait, excitée à l'idée d'aller se promener dans le jardin aujourd'hui. C'était tout ce qui comptait. Dans la salle de conférence de l'aile ouest, Tony Marcello se tenait à la tête de la table, face à huit des principaux hommes de Matteo. Un dossier ouvert reposait devant lui. Le rapport d'enquête sur Clara, désormais trois fois plus épais que l'original. « Je serai bref, » déclara Tony. « La situation avec la bonne est en train de dégénérer. Le patron semble content, » dit Rico, l'un des hommes, avec prudence. « Sa fille marche. Où est-ce le problème? Le problème, c'est le timing. Le problème, c'est l'accès. Le problème, c'est que nous laissons une étrangère s'introduire dans l'esprit de Matteo par l'intermédiaire de sa fille. » Tony tapota le dossier. « J'ai demandé à nos gars de creuser davantage. Clara Bennett, son père est mort avec 73 000 dollars de dette médicale. Elle est à 2 doigts d'être expulsée depuis 6 mois. Soudain, elle décroche un emploi payé le triple de ce qu'elle gagnait à la quincaillerie, dans un poste qui la met seule avec l'unique enfant du patron. « Vous pensez que quelqu'un l'a acheté ?» demanda un autre homme. « Je pense que c'est une sacrée coïncidence, » rétorqua Tony. « Les costauds ont été calmes ces derniers temps, trop calmes. Et ils savent que la faiblesse de Matteo a toujours été sa famille. Quelle meilleure façon de s'approcher que par quelqu'un qu'il ne soupçonnerait jamais. C'est un peu tiré par les cheveux, Tony, dit Rico. La fille a réparé des attelles. Elle ne montre pas exactement une arnaque, n'est-ce pas? Tony se pencha en avant. Réfléchissez. En une semaine, elle est passée de personnel invisible à la personne la plus importante de cette maison, après Matteo lui-même. Elle se retrouve seule avec Lucia pendant des heures chaque jour. Le patron la regarde comme si elle avait décroché la lune. Et nous ne savons rien d'elle, sauf ce qu'elle veut bien nous montrer. Frank Rossi, resté muet jusqu'alors, prit la parole. J'ai fait examiner ses relevés téléphoniques par l'un de nos techniciens. Rien de suspect, mais elle est prudente. Elle n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux. Elle n'appelle presque personne. Soit elle est exactement ce qu'elle semble être,
ennuyeuse et fauchée, soit elle est assez maligne pour masquer ses traces. « Alors, que suggères-tu » demanda Rico. « Nous l'enquêtons. Le patron va devenir fou s'il l'apprend. Alors, on ne le lui dit pas. » Tony referma le dossier. « Nous faisons cela discrètement. Des vérifications approfondies sur toutes les personnes qu'elle a connues, des dossiers financiers remontant à 5 ans, et quelqu'un la surveille en dehors des heures de travail. Si elle rencontre des individus suspects, si des fonds se déplacent de manière inexpliquée, nous le saurons. » Il ajouta, son regard se durcissant. « Et si nous trouvons quelque chose, alors nous nous en occupons, pour son propre bien. » Un échange de regards mal à l'aise parcourut les hommes, mais personne n'objecta. Tous avaient été témoins des miracles que Clara avait accomplis pour Lucia, mais ils avaient aussi vu des hommes anéantis pour avoir fait confiance à la mauvaise personne. Dans leur univers, la paranoïa n'était pas une faiblesse, c'était une condition de survie. Clara ignorait tout de cette réunion, mais en ressentait les répercussions toute la journée. Les gardes, qui d'ordinaire la saluaient amicalement, la fixaient désormais avec des visages neutres. Vincent, si chaleureux depuis le premier jour, l'ignorait presque. Même la manière dont les gens se déplaçaient autour d'elle avait changé, comme si elle était une menace qu'il fallait éviter. Pendant le déjeuner, alors que Lucia faisait la sieste, Clara se rendit à la cuisine pour chercher de l'eau et surprit des bribes de conversation entre deux gardes dans le couloir. « Ne vous y fiez pas, » dit l'un. « Personne n'est aussi bon sans arrière-pensée. Peut-être qu'elle veut juste aider la gamine. Mais dans notre monde, personne n'aide gratuitement. Soit elle est stupide, soit elle manipule tout le monde, et elle n'a pas l'air stupide. » La main de Clara se figea sur la carafe d'eau. Elle resta immobile, retenant son souffle. Tony pense qu'elle pourrait être liée aux Costos. Il dit qu'ils auraient dû pu la placer ici il y a des mois, attendant la bonne opportunité. C'est de la paranoïa, même pour Tony, peut-être. Mais peut-on le lui reprocher? Le patron est vulnérable en ce moment. Il voit sa fille marcher, et soudain, il prend des décisions avec son cœur au lieu de sa tête. C'est ainsi que surviennent les erreurs. Alors quoi? Nous attendons qu'elle agisse. Nous la surveillons, et si elle fait quoi que ce soit de suspect, n'importe quoi, nous le signalons. Le patron peut lui faire confiance, mais nous n'y sommes pas obligés. Leurs voix s'estompèrent, tandis qu'ils s'éloignaient. Clara resta seule dans la cuisine vide, le cœur battant à tout rompre. Elle comprenait maintenant. Elle s'était trop rapprochée, trop vite, et dans le monde de Matteo, cela faisait d'elle une menace. Une partie d'elle voulait aller directement voir Matteo pour lui demander s'il la suspectait aussi. Mais une autre partie, celle qui avait appris à survivre dans un monde jamais tout à fait juste, lui dit de ne pas broncher et de faire son travail, laisser son mérite parler. Cet après-midi-là, elle emmena Lucia au jardin pour la première fois avec le déambulateur. La jeune fille parcourait un chemin empierré, sentant le soleil sur son visage, éclatant de rire lorsqu'un papillon se posa sur le guidon de son cadre. « Regarde, Clara, il apprécie mon déambulateur. Peut-être qu'il reconnaît un miracle quand il en voit un. » Depuis la fenêtre de son bureau, Matteo les observait. Tony apparut à ses côtés, sans invitation comme à son habitude. « Patron, il faut qu'on parle. » « S'il s'agit de Clara, » l'interrompit Matteo d'une voix tranchante, « je ne veux rien entendre. »« Tu dois l'entendre. Nous faisons une vérification complète de ses antécédents, ses dossiers financiers, ses contacts, tout. » Matteo se tourna vers lui, son expression se faisant menaçante. « Je t'ai dit de laisser tomber. Et moi, je te dis que ce n'est pas intelligent. » Tony ne s'y a pas. Tu es émotionnellement compromis. Tu vois ta fille marcher et tu penses que Clara est un ange. Mais si elle ne l'était pas, et si elle était exactement ce que les Costos enverraient, quelqu'un que tu ne soupçonnerais jamais parce qu'elle aide ta fille, c'est insensé. Vraiment, car de mon point de vue, il semble que tu te laisses berner. Tony marqua une pause. Je ne dis pas qu'elle est forcément une taupe. Je dis que nous devons en être sûrs, et en ce moment, nous ne le sommes pas. Matteo reporta son regard vers Clara et Lucia, la mâchoire serrée. Il voulait rejeter la paranoïa de Tony d'emblée, mais il ne le pouvait pas. Pas entièrement, car Tony avait raison sur un point. Il était compromis, et les hommes compromis commettaient des erreurs fatales. « Fais ce que tu as à faire, » dit Matteo calmement, « mais discrètement. Je ne veux pas qu'elle soit effrayée. Et si nous trouvons quelque chose… » Matteo ne répondit pas, car il ne savait pas ce qu'il ferait si Clara s'avérait être un mensonge. Il savait seulement que cela briserait quelque chose en lui, qui commençait à se réparer. Dans un restaurant de l'autre côté de la ville, qui n'apparaissait sur aucune liste d'inspecteurs sanitaires, Marco Castellano était assis dans un box privé, écoutant un rapport qui allait tout changer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, en faisant tournoyer son vin. L'homme en face de lui,
Un type maigre appelé Eddie, qui effectuait des petits boulots pour diverses familles, hocha la tête avec empressement. Je l'ai vu de mes propres yeux, monsieur Castellano. Je faisais des travaux électriques à la villa voisine de la propriété de Ricci. J'avais une vue imprenable sur le jardin. L'enfant marchait, pas avec un déambulateur, pas avec de l'aide. Elle marchait. Le frère de Marco, S, se pencha en avant. La même enfant qui était en fauteuil roulant depuis 3 ans, c'est elle, la fille de Matteo. Et tenez-vous bien, ce n'est pas un genre de nouveau miracle médical, c'est une domestique, une fille qu'il a embauchée il y a quelques semaines. C'est elle qui a fait marcher l'enfant. Marco et S échangèrent des regards. Cela faisait 5 ans qu'ils tentaient de trouver un moyen de prendre le dessus sur Matteo Ricci. L'homme était trop prudent, trop protégé, trop malin. Il maintenait ses affaires suffisamment propres pour éviter l'attention fédérale et sa vie personnelle, hermétiquement fermée. La seule faille dans son armure était sa fille, et même elle était inaccessible. Toujours dans la villa, toujours entourée de sécurité, toujours intouchable. Mais si elle marchait maintenant... Parle-moi davantage de cette domestique, dit Marco. Eddie sortit son téléphone, montrant des photos prises avec un téléobjectif. C'est elle quelque chose, Bennett, je crois. Jeune, peut-être une vingtaine d'années. Elle est avec l'enfant tous les jours pendant des heures. La rumeur dit que Reacci s'est beaucoup attaché à elle deux. Certains de ses propres hommes sont nerveux à ce sujet. Nerveux? Comment? Nerveux comme s'ils pensaient qu'elle pourrait travailler pour quelqu'un. Ils font des vérifications d'antécédents, la surveillent. Eddie sourit. Ils pensent bien que nous l'avons peut-être déjà placée là. S rit. Nous devrions être si intelligents, mais ça me donne une idée. Marco leva un sourcil. J'écoute. Il y a un événement caritatif vendredi soir, un grand dîner de donateurs à l'hôtel Grandview. Ricci l'organise chaque année. Une fondation pour les hôpitaux d'enfants. Il amène toujours Lucia, la montre aux donateurs. Ça le rend humain. S se pencha en arrière, réfléchissant. Dans le passé, elle était en fauteuil roulant, facile à sécuriser, mobilité limitée. Mais si elle marche maintenant, elle voudra marcher là-bas. Marco acheva sa phrase, comprenant. Pour montrer à tout le monde ce qu'elle peut faire. Exactement. Et une cible qui marche est plus facile à déplacer qu'une en fauteuil roulant. Plus de chaos, plus d'opportunités. S afficha quelque chose sur son téléphone. L'événement compte 300 invités. Beaucoup de familles avec des enfants. La sécurité sera dispersée en essayant de couvrir autant de monde. Marco y pensa, retournant les pièces du puzzle dans son esprit. Matteo Ricci contrôlait le nord de la ville depuis une décennie. Il avait résisté à 3 enquêtes du FBI, 2 guerres de gangs et d'innombrables tentatives de saper ses opérations. Il était intouchable, car il ne laissait jamais personne s'approcher suffisamment pour le blesser. Mais sa fille qui marchait, ce n'était pas de la prudence, c'était de l'espoir. Et l'espoir rendait les hommes insouciants. « Quel est l'aménagement » demanda Marco. S afficha les plans sur sa tablette. Il était toujours préparé. La salle de bal principale est ici. Les cuisines se trouvent du côté est. Les sorties de service sont ici et ici. L'hôtel est adossé à une ruelle. Peu de caméras. Si nous frappons au bon moment, nous pourrions la faire sortir par l'entrée de service et dans un véhicule avant que quiconque ne réalise qu'elle a disparu. Sécurité, enchaîna Marco. Reacci amène généralement 8 hommes plus la sécurité de l'hôtel, mais ce sont des flics de location. Pas un problème. Et une fois que nous l'avons, l'expression de S se durcit. Nous ne lui faisons pas de mal. Ce n'est pas le plan. Nous la gardons confortable. L'utilisons pour des négociations. Ricci se retire de nos opérations, nous donne 3 territoires, et il retrouve sa fille indemne. Et s'il ne négocie pas, il le fera. Tu as vu les images qu'Eddie nous a montrées? Cet homme est différent quand il regarde son enfant. Il n'est plus le patron froid comme la glace. C'est un père qui vient de retrouver sa fille. Marco esquissa un sourire lent. Et c'est sa faiblesse. Eddie se tortilla, mal à l'aise. « Écoutez, je ne suis là que pour l'information. Je ne veux pas être impliqué dans... »« Tu ne le seras pas, » dit Marco avec douceur, faisant glisser une enveloppe sur la table. « Considérez cela comme un bonus pour vos excellentes capacités d'observation. Mais si j'apprends que vous avez mentionné cette conversation à quiconque, y compris votre petit ami, votre prêtre ou votre poisson rouge, nous aurons un autre genre de conversation. Compris ?» Eddie s'empara de l'enveloppe et quitta rapidement, trébuchant presque sur ses propres pieds. Une fois qu'il fut parti, S regarda son frère. « Tu es sérieux à ce sujet? Enlever un enfant est une affaire grave, Marco. Cela attire une attention que nous pourrions ne pas être prêts à gérer. Nous n'enlevons pas un enfant.
Nous faisons une acquisition stratégique. La voix de Marco était calme, rationnelle. Pensez, Reishi nous serre la gorge depuis des années. Chaque port que nous essayons de contrôler, chaque route que nous tentons d'établir, il est là le premier, nous bloquant. Il possède des juges, des flics, des politiciens. Nous ne pouvons pas le vaincre en jouant son jeu. Alors, nous jouons un jeu différent, compléta S. Exactement. Nous prenons la seule chose qu'il ne peut pas remplacer, la seule chose qu'il ne peut pas racheter par l'influence ou les menaces, et nous le faisons enfin, reculer. Marco se servit davantage de vin. En plus, c'est poétique, il utilise sa fille comme un bouclier. Il se donne un air sympathique et humain. Nous allons juste emprunter ce bouclier pendant un certain temps. Qu'en est-il de la domestique? Si elle est toujours avec l'enfant, cela rend les choses plus faciles. Tout le monde sera attentif. Reishi, ses hommes, personne ne prête attention au personnel. Marco sourit. Nous les prenons toutes les deux si nous devons le faire. La domestique pourrait même être utile. Il semble que la petite lui fasse plus confiance qu'à quiconque. Le jour suivant, Marco mit les pièces en mouvement. Des éclaireurs, envoyés par ses soins, sillonnaient les abords de la villa, mémorisant les routines de sécurité et les changements de garde. Il avait un informateur au sein de l'entreprise de traiteurs de l'hôtel, chargé de lui signaler l'usage précis de chaque salle. Une femme avait même acheté un billet pour la soirée caritative sous un nom d'emprunt. Une riche veuve de Boston que personne n'aurait pu soupçonner. Tout semblait parfaitement orchestré. L'après-midi du 10e jour, l'un des observateurs de Marco, jumelles en main, regardait Clara et Lucia s'exercer à la marche dans le jardin. La fillette riait, s'agrippant à son étrange déambulateur à roulettes, effectuant des pas prudents sous les encouragements de la femme de chambre. « C'est adorable », murmura l'éclaireur dans son téléphone. « Vraiment adorable. J'ai presque honte de tout gâcher. »« Pas de sentimentalisme », intima la voix de Marco dans l'oreillette. « Continue de surveiller. Je veux connaître chaque détail de la routine de cet enfant. Quand nous passerons à l'action vendredi, je veux que l'opération soit chirurgicale. »« Compris, patron. » L'éclaireur observa encore quelques minutes, puis s'éloigna en voiture. Il ignora Vincent qui, d'une fenêtre du premier étage, notait sa plaque d'immatriculation et signalait sa présence. Le piège se refermait des deux côtés, et ni Marco ni Matteo ne se doutaient que la plus grande surprise viendrait de la personne qu'ils sous-estimaient tous les deux, la femme de chambre, qui avait appris à survivre en étant toujours prête au pire. Ce soir-là, Clara resta tard, réorganisant la salle de jeu et ajustant le déambulateur de Lucia. Elle se persuadait que c'était pour que la séance du lendemain soit parfaite. Mais la vérité était plus simple. Elle ne voulait pas rentrer dans son appartement vide où le doute pourrait la ronger. Il était passé 9 heures lorsqu'elle ferma enfin la salle de jeu à clé et descendit. La villa était plus calme la nuit, la plupart du personnel étant parti, seuls les agents de sécurité effectuant leur ronde. Clara emprunta l'escalier de service pour éviter toute rencontre, ses pas résonnant dans le vide. Elle était à mi-chemin quand elle entendit des voix sur le palier inférieur. 2 gardes faisaient une pause. « Je dis juste que le timing est étrange », dit l'un d'eux. Clara reconnut la voix. C'était Mike, l'un des jeunes agents de sécurité qui travaillait habituellement à l'entrée ouest. « Tout est étrange dans ce business », répondit l'autre. C'était Danny, le partenaire habituel de Mike. « Non, je veux dire, vraiment étrange. Tony a rendu tout le monde paranoïaque. Il vérifie ses finances, ses amis, même le dossier médical de son père décédé. S'ils creusent aussi profondément, ils doivent penser que quelque chose ne va pas. » Clara se figea dans l'escalier, sa main crispée sur la rampe. « Peut-être qu'ils sont juste minutieux, » dit Danny, « ou peut-être qu'elle est exactement ce que Tony pense. Une taupe des Costianos, ici pour se rapprocher du chef par l'intermédiaire de sa fille. » La voix de Mike baissa d'un ton. « Réfléchis. La fille n'a rien. Soudain, elle est la personne la plus importante de la villa. Le patron la regarde comme... Je ne sais pas, un mec. Comme si elle était spéciale. C'est dangereux. Elle a soigné les jambes de l'enfant. Vraiment? Ou a-t-elle juste eu de la chance? Et maintenant, elle s'est tellement insinuée dans leur vie que si elle travaille pour quelqu'un, nous sommes tous foutus. » Il y eut un silence. Je dis juste que si ça tourne mal, c'est nous qui l'aurons laissé faire. C'est nous qui l'avons regardé se rapprocher sans l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que Tony a dit, on la surveille. Et si elle fait un faux pas? Clara n'attendit pas la fin. Elle remonta silencieusement les escaliers, le cœur battant, et prit un autre chemin pour descendre. Lorsqu'elle atteignit enfin sa voiture, ses mains tremblaient si fort qu'elles eurent du mal à insérer la clé dans le contact. Elle rentra chez elle en pilotage automatique, son esprit bouillonnant. Il la prenait pour une espionne. Ils enquêtaient sur chaque aspect de sa vie,
cherchant des preuves qu'elle était quelque chose qu'elle n'était pas, et s'il décidait qu'elle était une menace. Clara avait grandi dans le South Chicago. Elle savait ce qui arrivait aux gens qui devenaient un problème pour des familles comme les Reach. Au moment où elle atteignit son appartement, un minuscule studio dans un immeuble qui sentait le vieux tapis et les rêves brisés, elle avait pris sa décision. Elle partirait ce soir, ferait sa valise, viderait ses maigres économies et disparaîtrait. Peut-être irait-elle chez sa tante dans le Michigan, ou plus loin encore. Quelque part où l'influence des Reach ne s'étendait pas. C'était le choix malin, le choix sûr. Elle commença à sortir des vêtements de son placard, les fourrant dans un sac de sport. Elle pourrait envoyer un email de démission demain, depuis un ordinateur de bibliothèque, dire qu'il y avait une urgence familiale. Il la remplacerait en un jour, trouverait quelqu'un d'autre pour aider Lucia. La fillette irait bien. Elle avait son père, son déambulateur, les bases pour continuer à progresser. Clara n'avait pas besoin d'être là, sauf que ses mains ralentissaient, sa détermination vacillant chaque fois qu'elle pensait au visage de Lucia. La façon dont la fillette s'illuminait quand elle faisait un pas de plus, les blagues atroces qu'elle se racontait, la confiance absolue dans les yeux de Lucia quand elle disait « Je sais que tu me rattraperas ». Clara s'assit sur son lit, entourée de sacs à moitié pleins, et enfouit son visage dans ses mains. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle vérifia le Judas, tout son corps tendu, s'attendant à voir l'un des hommes de Matteo. Au lieu de cela, elle vit quelque chose d'impossible. Lucia debout toute seule, avec son déambulateur à roulettes, souriant au Judas, comme si elle savait que Clara la regardait. Clara ouvrit la porte. « Lucia, qu'est-ce que tu... Comment es-tu... » « Vincent m'a conduite, » dit Lucia en désignant le couloir où Vincent se tenait, l'air à la fois mal à l'aise et protecteur. « Papa n'est pas au courant. S'il te plaît, ne le lui dis pas. »« Tu ne devrais pas être ici, » dit Clara, mais elle les tirait déjà à l'intérieur. Lucia fit rouler son déambulateur dans le petit appartement, regardant autour d'elle avec une curiosité ouverte. « Ouah, c'est petit, c'est pas cher. » Clara regarda Vincent. « Matteo est-il au courant ?»« Pas encore, » admit Vincent. Mademoiselle Lucia a été très persuasive. Elle a dit que c'était une urgence. « C'est une urgence, » dit Lucia fermement. Elle sortit une feuille de papier pliée de la poche de sa veste. « Je t'ai dessiné quelque chose. » Clara prit le papier de ses mains tremblantes et le déplia. C'était un dessin au crayon de couleur, simple mais indubitable. Deux bonshommes, un petit et un grand, se tenant la main, tous deux en train de marcher. Au-dessus, Lucia avait écrit de sa petite écriture d'enfant appliquée « Moi et Clara, la meilleure équipe du monde ». Quelque chose se brisa dans la poitrine de Clara. « Je voulais te le donner demain », dit Lucia doucement. « Mais papa a reçu un appel téléphonique, et je l'ai entendu dire à Vincent de s'inquiéter pour toi. Et j'ai pensé que peut-être quelque chose n'allait pas. Alors j'ai demandé à Vincent de m'amener. » Elle leva les yeux vers Clara avec ses vieux yeux. « Est-ce que tu partais ?» Clara ouvrit la bouche pour mentir, mais ne put pas. J'y pensais à cause de ce que les gens disent, que tu pourrais être méchante. La voix de Lucia était factuelle. J'ai aussi entendu les gardes. Ils sont stupides. Ils ont peur. Il y a une différence. As-tu peur ? Clara regarda cette fille courageuse et têtue qui s'était faufilée à travers la ville pour lui apporter un dessin au crayon. Oui, j'ai peur de mon père, de le décevoir, d'être quelque chose que je ne suis pas, de te laisser tomber. Clara leva le dessin. De perdre ça. Lucia s'avança prudemment, utilisant son déambulateur pour garder l'équilibre, et serra Clara fort dans ses bras. « Tu ne me perdras pas, je ne te laisserai pas faire. » Clara la serra à son tour, cette petite fille féroce qui avait traversé tant d'épreuves et avait encore le courage de faire confiance. Et à cet instant, elle sut qu'elle ne pouvait pas partir. Quoi qu'il arrive, quoi que les hommes de Matteo découvrent ou non, quelles que soient les suspicions de Tony Marcello, elle ne pouvait pas abandonner Lucia. « D'accord, » murmura Clara. « D'accord, je reste. » Lucia recula, rayonnante. « Promis, promis. » Après que Vincent eut ramené Lucia, Clara défit son sac et accrocha le dessin sur son réfrigérateur avec un aimant. Ce n'était qu'un crayon sur papier, mais cela ressemblait à une bouée de sauvetage, un rappel que certaines choses valaient la peine d'avoir peur. Elle espérait juste vivre assez longtemps pour voir Lucia courir. La tempête s'abattit sur Chicago comme un marteau dans la nuit du 12e jour. Clara avait de nouveau veillé tard, cette fois à la demande de Matteo. Lucia était nerveuse à propos de l'événement caritatif prévu pour le lendemain, craignant de trébucher devant tout ce monde. Elle s'était entraînée jusqu'à ce que les yeux de la fillette se ferment d'épuisement, et Clara l'avait bordée comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant.
Tu seras merveilleuse demain, avait chuchoté Clara. Je serai là avec toi, promis, promis. Maintenant, Clara ramassait ses affaires dans la salle de jeu, quand les lumières vacillèrent. Le tonnerre fit vibrer les fenêtres. Elle jeta un coup d'œil dehors et vit le jardin secoué par le vent, les arbres ployant comme s'ils allaient se rompre. Puis le courant fut coupé complètement. Les lumières de secours s'allumèrent, après quelques secondes, baignant tout dans une faible lueur rouge. Les instincts de Clara lui criaient que quelque chose n'allait pas. La villa avait des générateurs de secours. Le courant n'aurait pas dû être coupé du tout, pas même une seconde. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin. À travers la pluie, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des ombres se déplaçaient délibérément à travers la tempête, se dirigeant vers la maison, et elles se déplaçaient comme des soldats, pas comme du personnel. Clara se mit à courir. Elle traversa le couloir jusqu'à la chambre de Lucia, le cœur battant. La porte était déverrouillée. Elle fit irruption et trouva Lucia assise dans son lit, effrayée et confuse. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?»« Nous devons nous cacher maintenant. » Clara tira Lucia du lit, sans s'attarder sur le déambulateur ou les attelles. « Peux-tu prendre appui sur moi ?»« Je crois que oui, mais pas de question. Fais-moi confiance. » Clara avait passé 10 jours à étudier chaque recoin de cette villa. Elle connaissait des choses que l'équipe de sécurité avait probablement oubliées, y compris les anciens passages de service derrière les murs, construits à l'époque où cet endroit était un manoir pour les barons du pétrole qui voulaient que les domestiques restent invisibles. Elle porta à moitié Lucia à travers la pièce et poussa sur une section de boiserie décorative. Elle s'ouvrit, révélant un étroit vide sanitaire qui courait entre les murs. « Ici !» chuchota Clara, aidant Lucia à s'enfoncer derrière des boîtes. « Ne fais pas de bruit, quoi que tu entendes, comprends-tu » Les yeux de Lucia étaient grands ouverts d'effroi. « Clara, qu'est-ce que… » « Je viendrai te chercher quand ce sera sûr, je te le promets. » Clara lui serra la main. « Sois courageuse pour moi. » Elle referma le panneau juste au moment où elle entendit des pas dans le couloir. Trop nombreux, trop rapides. L'esprit de Clara s'emballait. Il était impératif d'alerter la sécurité. Par chance, le système d'alarme de la villa était équipé de boutons de panique dans chaque pièce principale. Des alarmes silencieuses transmettant immédiatement l'alerte au bureau de sécurité et au téléphone de Matteo. D'un mouvement sec, elle frappa le bouton de panique dissimulé derrière la table de nuit de Lucia, puis scruta les environs avec frénésie. Les assaillants viendraient inspecter cette pièce en priorité. Il fallait leur faire croire que Lucia était partie ailleurs. Clara s'empara du fauteuil roulant de Lucia, posté dans un coin, et le propulsa vers la porte. Ensuite, elle ouvrit brutalement le placard et jeta des vêtements sur le sol, simulant une fuite précipitée. Elle renversa un verre d'eau, laissa la lumière de la salle de bain allumée, puis s'aventura dans le couloir. Là, elle se retrouva face à des hommes aux vêtements sombres, visages masqués, armes au poing. Le meneur la repéra et leva son arme. « Où est-ce la fille ?» exigea-t-il. La bouche de Clara était desséchée, mais elle força sa voix à exprimer l'agacement plutôt que la terreur. « Quelle fille ? Qui êtes-vous ? J'appelle la sécurité. La fille riche ? Où est-elle ? Comment pourrais-je le savoir ? Je ne suis que la femme de chambre. » répliqua Clara en reculant délibérément de la chambre de Lucia. « Elle est probablement avec son père. Son bureau est en bas. »« Vérifiez la pièce » aboya le chef. 2 hommes la dépassèrent. Clara les entendit fouiller la chambre de Lucia, renverser des meubles, inspecter la salle de bain. Son cœur battait la chamade. Allait-il trouver le panneau ? Lucia resterait-elle silencieuse ? « Elle n'est pas là !» cria l'un d'eux. « On dirait qu'elle est partie précipitamment. Le fauteuil roulant est près de la porte. » En bas, le chef décida. « En avant !» Tandis qu'il s'engageait dans le couloir, Clara commit un acte à la fois insensé et courageux. Elle saisit un lourd vase sur une table d'appoint et le lança contre la fenêtre la plus proche. Le verre vola en éclats et l'alarme, une alarme différente, stridente et assourdissante, déchira l'air. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le chef se tourna vers elle. Clara s'enfuit. Elle les entraîna dans une course-poursuite à travers le 3e étage, renversant des meubles, claquant des portes, tout ce qui pouvait les ralentir et faire du bruit. Elle entendit des cris venant d'en bas. La voix de Vincent. D'autres gardes arrivaient. La cavalerie était en route. Elle devait juste tenir jusqu'à leur arrivée. Elle se réfugia dans une réserve et poussa une étagère métallique devant la porte. Quelqu'un la frappa de l'autre côté. « Ouvre cette porte !»« Venez me chercher !» rétorqua Clara, surprise par sa propre fureur. Ces hommes étaient les venus pour Lucia, avaient terrorisé une enfant dans sa propre maison. La peur se transformait en rage. La porte se fendit sous leurs coups de pied. Clara attrapa la première chose à portée de main, un extincteur, et attendit.
Lorsque la porte éclata, elle projeta de la mousse directement sur le visage du meneur. Il trébucha en arrière, jurant et aveuglé. C'est alors que Vincent apparut avec 4 autres gardes, armes au poing. « Jetez vos armes, maintenant !» Ce qui suivit fut le chaos. Les intrus tentèrent de se défendre, mais ils étaient largement dépassés en nombre et en puissance de feu. En quelques secondes, les 4 étaient à terre, désarmés et maîtrisés. Clara glissa le long du mur, tremblante, l'extincteur vide roulant de ses mains. Matteo apparut au bout du couloir, son visage un masque de fureur contenue. Il observa la scène, ses agresseurs capturés, ses gardes et Clara assises contre le mur, couverte de mousse d'extincteur et de sa propre peur. « Où est-ce Lucia ?» Sa voix était d'un calme imperturbable. « En sécurité !» réussit à articuler Clara. « Cachée. Je ne les ai pas laissés la trouver. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Matteo. Un soulagement, de la gratitude, quelque chose de plus intense. Il contourna ses hommes, contourna les intrus et s'accroupit devant Clara. « Où ?» ?»« Sa chambre, derrière le panneau. Elle est... » La voix de Clara se brisa. « Elle a peur, mais elle est en sécurité. » Matteo lui toucha le visage doucement, presque avec révérence. « Vous l'avez protégée. J'avais promis de le faire. » Il la regarda longuement. Cette femme farouche qui avait affronté des hommes armés pour protéger sa fille. Et quelque chose de fondamental se déplaça dans sa poitrine. « Vincent, va chercher Lucia, » dit-il sans quitter Clara des yeux. « Et que quelqu'un apporte à Clara de l'eau, une couverture et tout ce dont elle a besoin. » Tandis que Vincent s'éloignait à la hâte, Matteo aida Clara à se relever. Elle chancela, l'adrénaline retombant brutalement, et il la soutint d'un bras autour de ses épaules. « Vous avez fait face à des hommes armés pour protéger ma fille, » dit-il doucement. « Que devais-je faire d'autre? Courir, se cacher, vous sauver. » Sa voix était empreinte d'émotion. « Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez lutté pour elle comme si elle était la vôtre. » Clara leva les yeux vers lui, cet homme qui terrifiait des villes, et qu'elle ne voyait que comme un père reconnaissant. « C'est un peu le cas, » murmura-t-elle. Et Matteo réalisa avec une certitude absolue qu'il avait été insensé de jamais douter d'elle. Le matin arriva trop vite, apportant une lumière du soleil cru qui donnait à la nuit dernière l'impression d'un cauchemar que Clara aurait pu imaginer. Hormis les ecchymoses sur ses bras et la façon dont ses mains tremblaient encore lorsqu'elle essayait de tenir sa tasse de café. Elle avait dormi dans l'une des chambres d'amis de la villa. Matteo avait insisté, et elle était trop épuisée pour discuter. Maintenant, elle se tenait dans le couloir devant la chambre de Lucia, rassemblant son courage avant d'entrer. Vincent apparut à ses côtés, l'air fatigué. Elle vous a demandé dès son réveil. « Comment va-t-elle » ? « Effrayée, courageuse, » marqua-t-il une pause. Posant 1 million de questions, elle m'a dit ce que vous avez fait. La cacher, éloigner ses hommes. « C'était stupide » offrit Clara faiblement. « J'allais dire héroïque, mais oui, également stupide. » L'expression de Vincent s'adoucit. « Le patron veut vous voir après dans le bureau. » L'estomac de Clara se serra. « Est-il en colère ? Vous avez sauvé la vie de sa fille. Et vous demandez s'il est en colère. » Vincent secoua la tête. « Allez voir la petite d'abord. Elle a besoin de vous. » Lucia était assise au lit, son cadre roulant positionné à proximité comme une couverture de sécurité. Quand elle vit Clara, son visage se chiffonna et elle se mit à pleurer. Clara se précipita, la serrant dans ses bras. « Hé, c'est bon, tu es en sécurité. »« J'ai eu si peur, » sanglota Lucia contre son épaule. « Je les ai entendus crier et casser des choses. Et je voulais t'aider, mais tu m'as dit de rester silencieuse. Et tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu es si courageuse. » Clara recula, essuyant les larmes de Lucia avec ses pouces. « Tu es restée cachée et silencieuse exactement comme je l'ai demandé. C'est ce qui t'a protégée. Mais tu aurais pu être blessée. Ils avaient des flingues. Lucia, je vais bien. Regarde, pas une égratignure. » Elle tendit les bras, cachant les bleus sur le dessous. « Et ces hommes sont partis. La sécurité de ton père les a attrapés. Ils ne peuvent pas te faire de mal. » Lucia lui serra les mains, serrant fort. « Ne pars pas, s'il te plaît. Je sais que les gens disent du mal de toi, mais je m'en fiche. J'ai besoin de toi ici. »« Je ne pars nulle part, » promit Clara. « Pas même des chevaux sauvages ne pourraient me traîner loin de toi maintenant. » 2 heures plus tard, Clara se tenait dans le bureau de Matteo, face non seulement à lui, mais aussi à l'ensemble de son personnel de direction. Tony, Franck, Rico, Vincent et 6 autres qu'elle reconnaissait de la villa. Tous la regardaient avec des expressions allant du respect réticent à la curiosité ouverte.
Matteo se tenait derrière son bureau, les mains à plat sur la surface, le visage illisible. « Messieurs, j'ai convoqué cette réunion car nous devons aborder un point important. Ça y est, songea Clara. Les accusations, les soupçons, les résultats de l'enquête. Hier soir, 4 hommes armés sont entrés chez moi dans l'intention d'enlever ma fille. La voix de Matteo était froide et contrôlée. Ils ont coupé le courant, violé notre périmètre et sont arrivés au 3e étage. Ceci représente une défaillance sécuritaire catastrophique que nous aborderons séparément. Plusieurs hommes s'agitèrent inconfortablement. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Le regard de Matteo croisa celui de Clara. Vous êtes ici parce que, pendant que notre sécurité s'affairait à réagir, pendant que des professionnels entraînés se mettaient en position, Clara Bennett, une femme de chambre sans formation, sans armes, sans renfort, a caché ma fille, a déclenché l'alarme et a personnellement engagé 4 intrus armés pour gagner du temps en attendant notre intervention. La pièce était silencieuse. Elle a utilisé la diversion, le bruit et un extincteur pour les ralentir. Elle s'est interposée entre ma fille et des hommes qui l'auraient si tuée sans hésitation. Et la mâchoire de Matteo se serra. Et certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont passé la semaine dernière à la soupçonner d'être une menace. Tony s'éclaircit la gorge. Boss, nous faisions juste preuve de prudence. Vous étiez paranoïaque et stupide, le coupa Matteo, pendant que vous faisiez des vérifications d'antécédents et surveilliez chacun de ses gestes. Clara était la seule à réellement protéger ce qui compte le plus pour moi. Il se tourna vers Clara, son expression s'adoucissant. Je vous dois des excuses pour avoir douté de vous, pour avoir permis à mes hommes de vous traiter avec suspicion, pour ne pas avoir fait confiance à ce que je voyais de mes propres yeux. La gorge de Clara était serrée. Vous étiez prudent, je comprends. Comprendre ne rend pas la chose juste. Matteo contourna son bureau, se plaçant devant elle. Ma fille est en vie grâce à vous, 2 fois. Une fois parce que vous lui avez donné la capacité de marcher, et encore une fois parce que vous avez eu le courage de vous battre pour elle quand cela importait le plus. Il se tourna pour faire face à ses hommes. À partir de ce moment, Clara Bennett n'est pas du personnel. Elle n'est pas une employée. Elle est sous ma protection personnelle, avec tout le poids que cela implique. Quiconque remet en question sa loyauté, quiconque la traite avec moins que du respect, aura affaire à moi. Compris? Un chœur de « oui, patron » remplit la pièce. Tony s'avança. Son expression était complexe. « Mademoiselle Bennett, je vous dois aussi des excuses. Je me suis trompé sur vous. Ce que vous avez fait hier soir. Il fallait du cran, un vrai cran. » Clara hocha la tête, acceptant. « Vous le protégiez. Je comprends. Malgré tout, je suis désolé. » Tony jeta un coup d'œil à Matteo. « Pour ce que ça vaut, patron. Je suis content de m'être trompé. » Après le départ des hommes, Clara et Matteo restèrent seuls dans le bureau. La lumière du matin rendait tout surréel, comme s'ils se trouvaient dans un monde différent de la pénombre de la nuit précédente. « Comment allez-vous vraiment » demanda Matteo doucement. « Honnêtement, je suis un désastre. Mes mains n'arrêtent pas de trembler. Je revois sans cesse ce qui aurait pu mal tourner, et j'ai dormi environ 2 heures. » Clara esquissa un faible sourire. « Mais Lucia est en sécurité, alors je vais bien. Vous n'êtes pas juste bien, vous êtes extraordinaire. » Matteo s'approcha et la respiration de Clara se coupa. J'ai connu des soldats, des gardes du corps entraînés, des hommes qui ont passé leur vie à apprendre à protéger les gens. Aucun d'eux n'aurait fait ce que vous avez fait. Je n'ai pas réfléchi. Je viens d'être engagé. C'est cela qui rend la situation si singulière. Vous n'avez pas pris en compte les probabilités ni évalué les dangers. Vous l'avez simplement protégé. Sa voix s'adoucit, devenant plus intime. Pour une famille, c'est ainsi que l'on protège les siens. Clara leva les yeux vers lui. Cet homme puissant et dangereux la regardait comme si elle avait suspendu les étoiles. « Je me sens comme un membre de la famille », avoua-t-elle. « Je sais que je ne suis là que depuis 2 semaines, mais... » Matteo tendit lentement le bras, lui donnant le temps de se dérober, puis toucha sa joue. « Ce qui compte, c'est d'être présent au bon moment, et vous l'avez été. » Il se tenait si près que Clara pouvait percevoir les éclats d'or dans ses yeux sombres, sentir la chaleur qui émanait de lui. L'air entre eux était chargé, empli de choses qu'il ne savait ni pas exprimer. « Le gala de charité est ce soir, » murmura Matteo. « Je l'annule. » Clara se surprit elle-même. « Lucia s'est entraînée toute la semaine. Elle veut montrer à tous ce qu'elle peut faire. Ne laissez pas ces hommes lui ôter cela. » Matteo observa son visage. « Vous iriez après la nuit dernière ? » « Je lui ai promis d'être là, » dit Clara en redressant les épaules. « Et puis, vous aurez tous les gardes de Chicago autour de nous. Nous serons en sécurité. » Un lent sourire, sincère et chaleureux, apparut sur le visage de Matteo.
Nous le serons parce que je veillerai sur vous deux à chaque seconde. » Et à cet instant, Clara comprit qu'entre réparer des orthèses et repousser des intrus, elle avait cessé d'être une simple femme de ménage dans la demeure de Matteo Reacci. Elle était devenue une part de sa famille. La salle de bal du Grand View Hotel scintillait comme un conte de fées. Des lustres en cristal, des nappes blanches, 300, des plus riches donateurs de Chicago, vêtus de leurs plus beaux atours. C'était l'événement caritatif annuel de Matteo pour les hôpitaux pour enfants, la seule nuit par an où le plus redouté des chefs de la pègre de la ville se transformait en philanthrope, signant des chèques de 7 chiffres. Clara se tenait dans les coulisses avec Lucia, ajustant les derniers détails de la robe de la jeune fille. Elle avait passé les deux derniers jours à travailler sur une nouvelle modification des orthèses, les épurant, les rendant presque imperceptibles sous l'élégante robe bleue de Lucia. Elle ressemblait un moins à des équipements médicaux qu'à de délicats bijoux d'argent autour de ses jambes. « Nerveuse » demanda Clara. Lucia hocha la tête, ses mains tremblant légèrement. « Et si je tombe devant tout le monde ? Alors tu te relèves. C'est ce que font les gens courageux, » dit Clara en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. « Mais tu ne tomberas pas. Tu as marché 100 fois cette semaine. Tu y arriveras. Voulez-vous marcher avec moi ?» Clara sourit, à chaque pas. Dans la salle de bal, Matteo se tenait au pupitre, achevant son discours d'ouverture. Il avait prononcé ce discours une 12 fois auparavant, remerciant les donateurs, partageant des statistiques sur les soins médicaux pour enfants, faisant des promesses de financement. Mais ce soir, son esprit était ailleurs. La sécurité était omniprésente. Après l'attaque de la nuit dernière, Vincent avait triplé la présence des gardes. Les frères Castellano avaient été arrêtés par des agents fédéraux ce matin pour des charges sans rapport. Les connexions de Matteo fonctionnaient. Il ne poserait plus de problème, mais rien de tout cela n'importait autant que ce qui allait se produire. « Avant que nous ne commencions le dîner, » dit Matteo, sa voix portant d'un bout à l'autre de la pièce, « je tiens à partager quelque chose de personnel. » La foule se calma, curieuse. Matteo Reacci partageait rarement des choses personnelles. Nombre d'entre vous connaissent ma fille Lucia. Vous l'avez vue à ces événements au fil des ans. Toujours dans son fauteuil roulant, toujours souriante malgré tout ce qu'elle a traversé. Il fit une pause, la gorge serrée. Il y a 3 ans, ma famille a eu un accident. J'ai perdu ma femme et Lucia a perdu la capacité de marcher. Les meilleurs médecins du monde m'ont dit d'accepter, d'aller de l'avant, d'être reconnaissant qu'elles aient survécu. Clara regardait depuis les coulisses, sa main tenant celle de Lucia. Mais il y a 2 semaines, continua Matteo. Quelqu'un est entré dans nos vies qui a vu les choses différemment. Quelqu'un qui a regardé ma fille et n'a pas vu de limites. Elle a vu des possibilités. Quelqu'un qui a eu le courage d'essayer ce que tout le monde disait impossible. Il regarda vers le rideau, ses yeux trouvant ceux de Clara dans l'ombre. Ce soir, je veux que vous rencontriez deux jeunes femmes remarquables. Clara serra la main de Lucia. Prête ? Prête. Elles entrèrent ensemble dans la lumière. La foule retint son souffle, un halètement collectif audible qui se propagea dans la salle de bal. Car Lucia n'était pas dans son fauteuil roulant. Elle marchait, avançant prudemment mais avec assurance sur la scène, sa main posée légèrement sur le bras de Clara, non pas pour le soutien, mais pour la compagnie. Les attelles argentées captèrent la lumière des lustres, les transformant en quelque chose de beau plutôt que de médical. Lucia les portait comme une armure, comme une fierté, comme la preuve que des miracles pouvaient se produire quand quelqu'un se souciait suffisamment d'essayer. Matteo restait figé au pupitre, regardant sa fille marcher vers lui. Tous les regards de la salle étaient braqués sur elle, mais il ne voyait que son sourire, ce sourire pur, joyeux et intrépide qu'il pensait avoir perdu à jamais. Lucia l'atteignit et lâcha le bras de Clara, faisant les trois derniers pas seuls. La salle éclata en applaudissements, mais Matteo l'entendait à peine. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de sa fille. « Salut papa » dit-elle, sa voix ferme. Surprise, il la serra dans ses bras, la tenant fort, ne se souciant pas que 300 personnes le regardèrent pleurer. « Tu marches » murmura-t-il. « Ma petite fille marche. »« Clara m'a aidé » dit Lucia, se reculant pour le regarder. « Elle est la meilleure. » Matteo se leva, gardant un bras autour de sa fille, et fit signe à Clara de les rejoindre. Elle s'avança à contre-cœur, mal à l'aise avec l'attention, mais Lucia lui prit la main et la tira près d'elle. « Voici Clara Bennett » dit Matteo, la voix rauque d'émotion. « Elle est venue travailler pour moi comme femme de ménage il y a deux semaines. Mais ce qu'elle a fait pour ma famille, ce qu'elle nous a donné,
dépasse toute description de poste. Il regarda Clara, cette femme extraordinaire qui avait tout changé. Elle n'a pas seulement aidé ma fille à marcher, elle lui a redonné de l'espoir, elle lui a rendu son enfance, et elle l'a protégée de sa propre vie lorsque le danger a frappé à notre porte. La foule murmura, confuse par cette dernière partie. Mais les personnes importantes, les associés de Matteo dispersés dans la pièce, comprirent parfaitement. À partir de ce moment, déclara Matteo, sa voix portant le poids de l'autorité absolue, Clara Bennett n'est pas une employée, elle est de la famille, l'aide officielle de Lucia, sa tutrice, et la personne en qui j'ai le plus confiance au monde pour assurer sa sécurité. Les applaudissements furent assourdissants. Clara sentit les larmes ruisseler sur son visage, submergée par la déclaration publique, par l'acceptation, par le parcours impossible d'une femme de ménage désespérée à un membre chéri de la famille. « Un discours !» cria quelqu'un. Clara secoua frénétiquement la tête, mais Lucia la poussa vers le microphone. « Dis quelque chose !» murmura la jeune fille. Clara inspira avec difficulté. « Je ne suis pas douée pour les discours. Je suis juste quelqu'un qui a vu un problème et a essayé de le résoudre. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, la solution la plus coûteuse n'est pas la bonne. Parfois, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas d'équipements sophistiqués ou de médecins célèbres. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un qui croit suffisamment en eux pour essayer. » Elle baissa les yeux sur Lucia, qui la regardait avec un grand sourire. Cette fille est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle a combattu la douleur, surmonté la peur et n'a jamais abandonné. Je lui ai juste donné les outils. Elle a fait tout le travail difficile. Plus d'applaudissements. Clara recula, ayant fini avec les discours publics pour toujours. Mais Lucia n'avait pas terminé. La jeune fille regarda son père, la malice dans les yeux. « Papa, je veux leur montrer quelque chose. » Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Lucia lâcha Clara et Matteo et marcha, non pas marcha, courut presque seule sur la scène. Ses pas étaient vifs et légers, les orthèses bougeant avec elle comme si elle faisait partie de son corps. Elle atteignit le bord de la scène, se retourna et ouvrit grand les bras. « Regardez ce que je peux faire !» La salle de bal éclata de nouveau, les gens se levant, acclamant cette jeune fille courageuse qui avait conquis l'impossible. Lucia revint en courant, oui, en courant, et sauta dans les bras de son père. Il la rattrapa, la faisant tourner, tous deux riant et pleurant en même temps. Clara se tenait à proximité, observant ce père et cette fille, qui avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre, et sentit son cœur s'emplir de quelque chose qui aurait pu être du bonheur, aurait pu être de la fierté, aurait pu être de l'amour. Elle était venue à cette villa désespérée et sans le sou, cherchant juste un salaire. Elle y avait trouvé une famille à la place. Ce que 100 médecins n'avaient pas pu faire, une femme de ménage déterminée l'avait accompli. Non pas par expertise médicale ou équipement coûteux, mais par compassion, ingéniosité et la simple conviction que parfois, les miracles ont juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour essayer. Et ce faisant, elle a changé toute leur vie pour toujours.